Donc Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, il est connu comme étant un des films qui a été les plus chers de l'histoire du cinéma. Dès 63, ça avait été parodié par Astérix et Cléopâtre de Goscinny et Uderzo, qui avait sur la couverture de la première édition mis en avant le fait que cet album avait été fait à l'aide de 14 litres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 62 crayons à mine grasse, 1 grain à mine dure, 27 gommes à effacer, 38 kilos de papier, 16 rubans de machine à écrire et 67 litres de bière. On reconnaît bien là la BD franco-belge. Et en attendant, il faut surtout voir le pourquoi ça a été fait. C'est un hommage à ce qui avait été réellement un blockbuster. Maintenant, la question que se pose l'historien, c'est, pour le cinéma des années 60, autant d'argent, autant de battage, parce qu'il y a eu tout un battage people autour et du réalisateur et des acteurs principaux. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que ce sujet que j'ai aimé placer dans mon titre entre deux mondes, il fascine. Il fascine depuis l'Antiquité. Pourquoi est-ce qu'il fascine tellement? Mais parce que c'est fondamentalement, tant dans ses schémas narratifs que dans ses personnages, tant dans les deux mondes entre lesquels elle se place, on va en parler un petit peu plus, c'est une tragédie. C'est une tragédie dont j'aime bien dire que même si l'historien qui aime faire comme moi l'histoire par le bas vous dirait qu'il y a derrière des millions de personnes dans les légions, dans la plèbe, qui nourrissent un petit peu ce choc de deux mondes. Mais nous, ce qu'on en connaît et ce que le film nous donne à voir, c'est une tragédie à trois personnages. Une tragédie qui a d'ailleurs trois personnages, mais pas toujours les mêmes. C'est trois personnages au départ, trois personnages à l'arrivée, une mort au milieu et un changement. Il y a des affaires d'amour, il y a éventuellement énormément de politique, de géopolitique, il y a des rebondissements, et on est dans des affaires... Putain, mais ça prend de l'avance ici. Tant mieux. Plus je bois, mieux je parle. Et on est donc dans une affaire charnière, une affaire dans notre répartition traditionnelle de l'histoire qu'on considère comme étant une charnière chronologique entre à la fois l'époque hellénistique qui dure 3 siècles et qui est celle des royaumes successeurs d'Alexandre, et l'époque impériale romaine qui voit le triomphe de l'Empire autour de la Mare Nostrum, notre mer, autour de la Méditerranée. C'est une affaire qui est charnière aussi dans l'histoire de Rome, puisque c'est autour d'elle que s'articule la fin du système politique républicain et en fait la création de cet ovni qu'est l'Empire. On en parlera un petit peu plus. Et c'est une affaire qui est quand même disproportionnée. Disproportionnée géopolitiquement, pourquoi? Parce qu'en fait, elle se tient lieu en termes de terrain où elle se tient entre un royaume hellénistique mourant et une république toute puissante. Et c'est là qu'on voit que nos séparations sont parfois artificielles, puisqu'en fait, la république telle qu'elle commence à s'étendre en Méditerranée, on l'appelle déjà l'imperium. On l'appelle déjà l'empire, même si elle n'a pas encore d'empereur, dans toutes ses possessions, et ce depuis au moins un siècle. Donc nos trois personnages, qui sont en fait quatre, mais le film et la totalité des représentations aiment les rendre différents. En fait, ils ne sont pas si différents. Déjà, pour une première raison, c'est qu'ils appartiennent toutes à des élites. Moi, je suis assez partisan en histoire dans d'une lecture internationale, un caractère assez international de la lecture des élites qui finalement se ressemblent beaucoup plus entre elles qu'elles ne ressemblent à leur sujet. Et c'est surtout parce que ces élites s'expriment dans le même monde et parlent la même langue. Quelle est cette langue? Mais cette langue, en fait, c'est le grec. Ce n'est plus le grec totalement attique, c'est le grec de la koiné. Depuis Alexandre, c'est la langue dominante en Méditerranée, surtout en Méditerranée orientale. Et dans ce théâtre qui est principalement oriental de nos faits, la Méditerranée, elle est surtout grecque. Et tous nos personnages parlent grec, et vous pouvez être sûr que la quasi-totalité des échanges que vous verrez dans le film ont lieu en grec, en fait. Mais pourquoi grec alors qu'Égypte? Mais parce que depuis 305, l'Égypte, elle est grecque. Plus précisément, elle est gréco-macédonienne. Alors je vous épargnerai le long récit des guerres entre ce qu'on appelle les diadoques, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre le Grand, mort en 323 à Babylone, après avoir conquis l'Empire perse. Et bien lors de ces guerres, en fait, c'est un de ses compagnons, Ptolémée, qui obtient l'Égypte. Alors Ptolémée, c'est un gréco-macédonien, d'ailleurs son nom l'indique, il est vraiment typiquement gréco-macédonien, puisque Ptolémaios, c'est le guerrier, celui qui fait la guerre, en grec classique on aurait dit Polémaios ou Polémios. Il imite totalement dans les formes Alexandre, comme roi, et d'ailleurs
Cléopâtre, un prénom qui intervient très très vite dans ces dynasties, puisque notre Cléopâtre à nous, que vous allez retrouver dans le film, c'est en fait la 7e. Cléopâtre, c'est à la base un prénom de la famille des Argiades, des rois de Macédoine, de la dynastie d'Alexandre. Alors il faut savoir qu'il est roi au départ, et c'est un roi très grec. Il faut attendre son fils, Ptolémée II Philadelphe, pour voir ces rois Ptolémée, ou Lagite, du nom du père du premier Ptolémée, Lagos, se couronner pharaon, comme tous leurs successeurs. Est-ce qu'on a pour autant un royaume gréco-égyptien pendant les 2 siècles et demi d'existence qui suivent jusqu'à Cléopâtre? Mais en fait, oui et non. Oui, on pourrait dire parce qu'on a un roi pharaon qui se fait donner une titulature hiéroglyphique complexe dans toutes les règles. Oui, parce que l'essentiel de la population parle toujours l'égyptien. Oui, parce qu'il y a des syncrétismes culturels et religieux qui donnent lieu, entre autres, à des dieux comme Sérapis, qui donnent lieu aussi à la diffusion à toute la Méditerranée du culte d'une déesse égyptienne qui est Isis. Mais non. Non, parce que l'administration repose certes sur des intermédiaires bilingues, mais qu'en haut de la pyramide, le haut qui perçoit les revenus, il appartient à ce grand monde grec, même gréco-macédonien. Il parle en grec, et même si on a un doute sur Ptolémée VIII, jusqu'à Cléopâtre, de manière attestée, aucun de ces souverains ne parle la langue de ces sujets, aucun de ces souverains ne parle l'égyptien. Alors ça pourrait étonner, mais il faut se rappeler qu'un petit peu plus tard, au Moyen-Âge, les rois normands d'Angleterre mettent à peu près 2 siècles avant de parler l'anglais. Le Richard Cœur de Lion, par exemple, mis en avant dans un certain nombre de films, dans Walter Scott, etc., est un occitan. Il ne parle pas l'anglais. Jusqu'à Cléopâtre, je disais, mais on y reviendra. Et puis aussi, il faut dire que l'Égypte, comme territoire au départ, n'est qu'une des composantes de l'Empire des Lagides. C'est la base, c'est la composante principale, c'est la ressource. Mais elle n'est qu'une des composantes de ce qu'on pourrait appeler donc une thalassocratie, un gouvernement sur une zone maritime, puisque il gouverne également la Syrie, en tout cas pour la partie sud, Chypre, une partie de l'Asie mineure qui tend à varier, et l'actuel Liban, puisque l'armée elle-même ne s'égyptianise qu'au bout d'un siècle, et qu'avant elle est majoritairement recrutée dans le monde grec. Ce qui est significatif d'ailleurs, c'est que la capitale dynastique, parce qu'ils ne reprennent pas les mêmes capitales que les pharaons, ils en font construire une, évidemment le projet d'Alexandre, Alexandrie, eh ben, en latin comme en grec, elle n'est jamais dite en Égypte, elle est dite toujours près de l'Égypte ou au-dessus de l'Égypte, apo en grec, ad ou apud en latin. Donc finalement, en fait, on a un royaume hellénistique, c'est-à-dire donc des royaumes des successeurs d'Alexandre assez typiques, qui s'usent en guerre contre son grand rival, le royaume séleucide d'Asie puis de Syrie, et puis qui tient vaguement jusqu'à l'époque du film. Et pourquoi grec encore maintenant, alors que 3 de nos 4 protagonistes sont romains? Parce que Rome, elle est sortie d'Italie depuis un siècle et demi. Rome, elle a déjà quelques siècles d'existence comme cité-État, on en parle. Bah, le mythe de Romulus est assez flou, je ne reprendrai pas. Elle est au départ membre d'un ensemble culturel vague, gréco, italo, étrusque. Elle est en lien avec les colonies grecques du Sud. Et c'est en fait ces victoires successives contre les Étrusques, les Gaulois qui occupent aussi le nord de l'Italie, puis ensuite contre les Carthaginois en Méditerranée occidentale, qui lui offrent d'abord une maîtrise de l'Italie, et ensuite de terres extérieures. Des terres extérieures qui très très rapidement mordent sur le monde grec, puisque d'abord les colonies grecques d'Italie du Sud sont conquises, et ensuite dès 168, c'est la Grèce et la Macédoine elle-même, et en 133, suite à un héritage très heureux, que M. Gonda connaît assez bien, c'est l'Asie mineure. Rome s'impose aussi comme protectrice des derniers Séleucides de Syrie, de plusieurs autres royaumes grecs d'Anatolie. Rome parle grec. Dans ses possessions orientales, elle frappe monnaie en grec. Elle se comporte même dans sa manière d'agir comme un roi hellénistique. C'est à noter parce que c'est une donnée très importante pour comprendre la politique dont on va parler ensuite. Et si à ce même siècle, le vieux Caton l'Ancien, le moraliste, dit « Je vous parlerai des Grecs, mon fils Marcus, en ces temps et lieux », je vous marquerai ce que je trouve d'excellent à Athènes et je démontrerai qu'il est bon de prendre une teinture de leurs lettres, mais non de les approfondir. C'est une race perverse et indocile. Tout le monde ne pense pas comme lui à Rome. L'élite, à partir du IIIe siècle, est définitivement bilingue. D'ailleurs, Fabius Pictor, le premier à écrire une histoire de Rome, le fait en grec. Et les Romains sont eux-mêmes très nombreux dans l'Orient grec, comme en fait les Grecs, c'est d'ailleurs ce que dénonce Caton l'Ancien, sont très nombreux à s'installer dans la ville même de Rome. Rome s'étend, elle envoie des gouverneurs dans toute la Méditerranée, et ainsi, je n'ai pas peur de provoquer en disant que la République romaine devient une puissance grecque.
Alors la langue ayant permis de poser l'espace de la pièce qui va se jouer, il faut maintenant en revenir aux protagonistes, laisser tomber un petit peu la géopolitique, des protagonistes qui vont se croiser sur une période d'à peu près une quinzaine d'années, et on va expliquer ce qu'ils font là. On va pas peut-être refaire toute la carrière de tous, on va surtout se concentrer sur 48. Il va sans dire que toutes les dates que je cite sont avant Jésus-Christ. En 48, le premier protagoniste, Jules César, est au sommet de sa carrière. Il est de famille romaine, assez pure, de famille très noble, une branche appauvrie d'une famille très noble qui se prétend dans son mythe familial descendre de Iulus, et par lui d'Énée, le héros de l'Énéide, et par lui de Vénus Aphrodite. Une branche donc pauvre, mais illustre, qui lui permet une ascension progressive entre les gouttes des tourments de la fin de la République romaine. Donc en gros, qu'est-ce que c'est l'ascension politique à Rome? C'est qu'il y a des magistratures auxquelles on est élu, auxquelles en fait plus exactement on achète son élection, et qui respectent en fait un ordre, un cursus honorum, une voie des honneurs, qui amène à la plus importante, celle qui mène la République, en tout cas par binôme tous les ans, à savoir le consulat. Le consulat, César, il l'exerce en 59. Après son consulat, qui lui a été très coûteux mais lui a apporté une grande popularité, comme tous les anciens consuls ou préteurs, c'est le rang inférieur, il est nommé au commandement d'une province. Et après quelques négociations, en fait, son proconsulat, il le tient en Gaule. La Gaule, qui à l'époque est encore remuante dans sa partie nord, encore indépendante, et dont il va mener la conquête qui va être finalisée à Alésia en 52. Son co-consul et allié, Cnaeus Pompée, les relations ne sont pas forcément bonnes, quoique cordiales, sur au moins une dizaine d'années. Et cela amène à une rupture et une victoire en Grèce, à Pharsale, en 47. Et c'est justement à la suite de cette victoire que César débarque en Égypte pour la première fois. Qui est alors au pouvoir en Égypte? En Égypte, c'est Cléopâtre qui est au pouvoir, mais elle n'est pas au pouvoir toute seule. Elle est mariée à son frère. Bon, c'est rien d'étonnant pour les Égyptiens, en tout cas, surtout pour les Ptolémées. Son frère, un gamin dépeint comme assez capricieux, Ptolémée XIII. Ils règnent ensemble depuis 51, mais ils ont aussi une autre sœur qui s'appelle Arsinoé et un frère à ce moment-là qui s'appelle Ptolémée. Les mariages consanguins, je disais, ils doivent vraiment pas étonner pour l'époque. Pourquoi? Parce que même si, quand on voit les monnaies des Ptolémées au fil du temps, on voit que les tronches, vraiment, ça se dégrade, c'est pire que les Habsbourg, ça devient très consanguin, il y a des goitres, il y a des nez, c'est pas possible, c'est hyper laid. Euh, Cléopâtre elle-même et son père Ptolémée XIII sont quand même des enfants des concubines de l'élite grecque. Donc ça a un petit peu embrassé la génétique. Elle et son père, ça, on voit les tronches sur les monnaies. Déjà, ça va mieux, quoi. Ça va un peu mieux. Au départ, le frère et la sœur, donc ils s'entendent. Et puis, des intrigues de cour interviennent. Et à ce moment-là, des familiers, un eunuque qui s'appelle Potin et un général qui s'appelle Achillas, les montent l'un contre l'autre. Et Cléopâtre doit s'enfuir en Palestine où elle tente de recruter des mercenaires. Elle le tente en plus dans la langue, parce qu'on y reviendra plus tard, que nous dit d'elle, mais évidemment pour incarner la figure barbare assez étonnante, qu'elle est une polyglotte exceptionnelle, qui parle l'hébreu, qui parle plusieurs langues sémitiques, qui parle en plus le latin. Donc il est aussi possible que pour flatter César, puis Antoine, puis Octave, elle ait parlé avec eux non seulement en grec, mais aussi en latin. Donc avec toutes ces affaires de mariage consanguin, ça nous ramène à César. Et là, Ptolémée XIII, le petit frère, qui tient seul l'Égypte, fait une bêtise. Il fait une grosse bêtise. Il pense en roi hellénistique et il pense que ça fera plaisir à César de recevoir la tête de son ennemi. Évidemment, César est complètement furieux. Il fait enterrer la tête en cérémonie et il décide de prendre le parti de Cléopâtre. Il l'a fait rappeler en Égypte pour braver la surveillance de son frère. Il y aurait alors le fameux épisode du tapis qui est restitué à la fois par le film, je crois qu'on va voir, mais aussi par la série Rome, vous le verrez, je ne sais même plus s'il est restitué. Le tapis donc, dans lequel on fait passer la reine, que l'on déroule, et puis paf, sort d'un tapis comme d'un diable de sa boîte, devant César, tout étonné. C'est ici qu'il y a aussi une affaire de flottabilité. Une affaire de flottabilité, pourquoi? Mais parce que Ptolémée XIII sait que les Romains ne sont que 7000, il envoie ses troupes contre les Romains pris dans Alexandrie, et César lui-même s'avère flottable, puisqu'il doit s'enfuir en dessous de l'île de Pharos à la nage. Le petit Ptolémée XIII, quant à lui, un petit peu plus gras, voire même légèrement consanguin, est peut-être un petit peu moins flottable. Pourquoi? Parce que lui, il se noie dans le Nil un petit peu plus tard, dans un épisode assez mal connu.
et que ça laisse Cléopâtre seule régnante. Seule régnante, non, parce qu'on la marie assez vite à l'autre petit frère, Ptolémée XIV, il faut quand même reproduire les traditions, et puis parce que César a l'intention de sacrément s'incruster. Pourquoi il s'incruste? Mais parce qu'il sait que la couronne égyptienne est à ce moment-là profondément endettée. On évoque un chiffre de 17 millions de drachmes d'argent, ce qui est quand même une fortune. Endetté auprès de qui? De banquiers rhodiens, mais surtout auprès de Rome. Et César, en tant qu'exerçant le pouvoir de manière exceptionnelle à ce moment-là, il est ces mêmes années-là nommé dictateur, donc la magistrature exceptionnelle, ensuite à vie. Il se retrouve en fait, au nom de la Respublica romaine, héritier de tous les fonds que le père et la fille, pour payer leur guerre intestine, pour payer le prix de leur train de vie et d'une administration qui se tient même plus, même si l'Égypte est riche, ils sont obligés d'emprunter énormément à Rome. Ça fait une belle excuse à César pour rester. En fera-t-il pour autant une province? Mais non, c'est parce que Cléopâtre, il en tombe assez vite amoureux. La femme est séduisante, elle est encore jeune, elle a bien 20 ans de moins que lui. Elle est extrêmement intelligente, on l'a déjà dit, et elle est aussi très pragmatique. Elle est tout aussi pragmatique que Rome, ce qui fait qu'il trouve un modus vivendi. Rome a besoin de son grenier à blé avec l'Égypte. Et puis finalement, en fait, pour César surtout, mieux vaut des roitelets soumis qu'un gouverneur romain qui potentiellement serait trop ambitieux. Ce qui est peu connu par contre à ce moment-là, c'est qu'elle séjourne à Rome, qu'elle habite très probablement dans une des villas de César. Donc César et elle s'affichent à ce moment-là. Ils ont un enfant qu'on baptise Ptolémée Césarion, donc un gréco-romain quand même pure souche. Là, la consanguinité a eu le temps de se laver. Le gamin, sur les monnaies et le peu de sculpture qu'on en a quand même une bonne tête. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, César, il a aussi eu des enfants. Il est censé être marié, c'est sa troisième femme. À Rome, ça la fout mal. Elle a autant d'amis que d'ennemis. Cicéron écrit ouvertement à son ami Atticus qu'il la déteste. La morale hellénistique est souple, mais malgré les apparences, en fait, la morale romaine, surtout la morale des élites, est au moins de face, beaucoup plus rigide. En 44 coups de théâtre, César finit en salade, des couteaux plein le dos, complètement assassiné, en plein milieu du Sénat. On l'accuse d'avoir voulu se proclamer roi, marche pas. Et Cléopâtre s'empresse de rentrer en Égypte, où elle tente d'exploiter sa chance, en regardant le spectacle, en assassinant son petit frère Ptolémée VI. Elle attend de voir qui s'en sortira, et de qui s'en sortira, on a déjà deux personnages de poser, donc César et Cléopâtre. Les deux derniers personnages émergent alors. Ce sont Marc-Antoine et cet enfant qu'on appelle d'abord Octave, on va l'appeler ensuite Octavien, et l'histoire va le retenir comme étant Auguste. Marc-Antoine, comme César, c'est le fils des Antonii, une famille noble. Son père, Marcus Antonius Orator, a été consul. C'était un des jeunes lieutenants de César, un de ses fidèles qui a eu cru bon de lier sa fortune à lui. Il le suit en Gaule et il le suit dans son combat contre Pompée. Et en 44, quand César est assassiné, il représente l'essentiel de la légalité du gouvernement, parce qu'en fait, à ce moment-là, il est consul. C'est le plus haut des magistrats encore en poste, le dictateur ayant été assassiné. Et ici, on l'a souvent fait passer pour un falot, un bon militaire, mais un très mauvais politique. Rien de plus faux, parce qu'ici, il réussit un coup de génie. Avec les assassins de César, il négocie. Eux obtiennent à la fois une immunité pour l'acte qu'ils viennent de faire, ils obtiennent à la fois des provinces, vu que la plupart sont d'anciens magistrats, et que Rome fait gouverner ces provinces, comme ça avait été le cas pour César, par d'anciens magistrats. Et en échange, toutes les décisions de César, y compris son testament, sont confirmées. Alors ça dure pas longtemps, puisqu'en fait, Marc-Antoine, c'est un excellent politique, c'est un bon militaire, mais c'est aussi un gros cabotin. Un gros cabotin parce qu'il résiste pas au moment des funérailles magnifiques qu'on a fait voter pour César, par sortir la tunique pleine de sang et la jeter au milieu de la foule qui devient complètement hystérique. Les maisons des césaricides, donc Brutus et Cassius en tête, ceux qui ont porté le poignard contre César, sont ravagés. Eux-mêmes font leur sac en toute hâte et s'enfuient en Grèce et en Orient. Et Antoine, resté maître du terrain, fait l'ouverture du testament. Surprise. L'héritier, c'est le petit-neveu. Le petit-neveu de César, donc le petit-fils de sa sœur, il s'appelle encore Octave. Il prendra le nom et le prénom de César, et donc il devient Caius César Octavien. Il hérite de tout. Il est alors à peine sorti de l'adolescence. Ce ne sera jamais un très grand militaire. Il est surtout très bien entouré. Par contre, ça sera un politique encore plus malin que tous les précédents. Pourquoi? Mais parce que pour s'acheter une popularité, il exige
que toutes les promesses qu'a fait César à ses anciens légionnaires et à la plèbe de Rome soient payées, accomplies, c'est-à-dire très souvent en fait des donations en argent. Pour ça, il a besoin de la fortune de César. Le problème, c'est que la fortune de César, Antoine se l'est déjà mise dans la poche. Donc, une grosse négociation donne lieu à des tensions armées. Antoine se retrouve avec les 2 consuls en exercice et Octavien contre lui, assiégé à Modène. Les 2 consuls meurent parce qu'Antoine reste quand même un excellent militaire, mais en 43, l'année suivante, il est obligé de faire un pacte, à la fois avec Lépide, qui est un noble restant assez puissant, qui exerce alors le poste de grand pontife, chef de la religion romaine, et avec le jeune Octave. Il décide donc de reproduire ce qu'avait été l'arrangement de son père adoptif César avec Pompée et Crassus, à savoir le partage du pouvoir en 3, le triumvirat en latin. Ici, un triumvirat qui, contrairement à celui de César, de Pompée et de Crassus, qui était officieux, est totalement officiel, puisqu'ils sont triumvirs pour restaurer la République et proclamés comme tels dans une loi sénatoriale. Ben là-dessus, quand même, Marc-Antoine, quoique défait, est le gagnant. Le gagnant, pourquoi? Parce que César, le jeune César, Octavien, mise tout sur l'Espagne, puisque l'Épide obtient l'Afrique, et puis qu'en fait, Marc-Antoine prend à la fois les Gaules et l'Orient. Bon, évidemment, il le prend en termes d'exercice de son pouvoir et il le prend en termes d'appropriation des revenus. Et ensemble, en 42, ils finissent totalement d'écraser Brutus et Cassius, les derniers césaricides. Antoine, c'est donc le grand gagnant, mais il a quand même pas mal à faire. Pas mal à faire parce qu'il choisit d'aller en Orient. À la fois, il règle le sort qui avait déjà été réglé sous Pompée d'énormément de ses petits rois clients, la Cappadoce, la Commagène, les derniers Séleucides qui traînent, des rois attelés arabes. Il règle également le sort d'Hérode, Hérode de l'Ancien Testament, qui à cette époque-là est roi d'une partie de la Judée et allié des Romains. Et il commence à mobiliser ses troupes contre l'ennemi contre qui César avait voulu mobiliser déjà des troupes. Cet ennemi, c'est les Parthes, qui remplacent les Perses après Alexandre, qui règnent sur à peu près l'équivalent élargi du plateau iranien, et qui ont commis le crime d'avoir, à l'issue de la bataille de Carrée, volé les anciennes romaines, et d'avoir surtout exécuté le 3e triumvir du premier triumvirat, Crassus. Alors sur les conditions de sa mort, on se divise beaucoup. Un texte auquel j'ajoute peu de foi dit qu'on lui aurait coulé de l'or en fusion dans la bouche. Ça, j'y ajoute assez peu de fois. Par contre, ce qui est assez vrai, c'est que devant le roi Parthe, on aurait joué avec la tête empaillée de Crassus et qu'un acteur, un acteur grec, l'aurait brandi en déclamant une tragédie. Donc vous voyez que finalement notre monde grec toujours est beaucoup plus large qu'on ne le pense, puisque jusque sur le plateau iranien, on a des rois parthes qui se disent philhellènes, qui écoutent de l'Euripide et qui regardent la tête d'un consul maniée par un acteur, il vient de Tralles, en Asie mineure. Donc il y a des acteurs de Grèce, d'Asie, alors sous domination romaine, qui vont jouer chez les rois parthes. Le monde est beaucoup plus connecté qu'on ne le pense à cette époque-là. Et surtout, ce petit monde-là parle grec. Il faut quand même le dire. Donc, le grand gagnant qui tente de monter sa campagne contre les Parthes, il commence aussi à se la péter assez sévèrement, si vous me permettez la familiarité, puisqu'à Éphèse, alors une des villes principales de l'Asie mineure, il se costume, il se fait proclamer nouveau Dionysos. On verra que ça le fera glisser déjà vers ce que sera ensuite son attitude en Égypte, et qui commence, tant dans le langage que dans l'action, à se conduire comme un roi hellénistique, comme d'illustres personnes me le reconfirmaient ici. C'est à ce moment-là, à une date encore débattue, qu'il rencontre Cléopâtre. En fait, il la connaissait déjà. Elle était sur la fin de l'adolescence, lui était lieutenant de César, ils ont pu se rencontrer à Rome, mais comme de simples particuliers. En 41, c'est sur un bateau fabuleux, au large de Tarse, on est donc dans le sud de l'Asie mineure, en Cilicie, qu'ils se rencontrent en cérémonie non plus comme deux privés, mais comme réellement deux puissances. Alors certes, deux puissances complètement asymétriques, mais à ce moment-là, Rome est divisée, à ce moment-là, l'Orient est en pleine reconsidération, et l'Égypte, potentiellement, peut peser autant qu'une partie orientale de Rome. Bon, évidemment, elle ne traîne pas, puisqu'elle en fait son amant. Il passe un moment... Bon, il faut savoir aussi, il faut quand même revenir que ici, le regard historien nous montre que on n'est jamais
dans une totalité de rapports. On peut être jamais dans le coup de cœur, qu'il soit sexuel ou amoureux, entièrement, tout comme on ne peut jamais être que dans le calcul géopolitique. On est très probablement dans tout ça à la fois. Il est très possible qu'une Cléopâtre ait trouvé des hommes de pouvoir comme César ou Marc-Antoine attirants, et vice-versa, parce que c'est pas Cléopâtre, même pour ces deux hommes de pouvoir, est une reine de la part de deux hommes politiques de la République romaine, la République qui tue les rois, la République qui joue avec les rois en Orient. Se faire une reine, c'est quand même pas mal en termes de symbole sur beaucoup de choses. N'oublions pas qu'on est quand même dans des sociétés quand même sexistes, patriarcales, où le symbole de la prise est quand même sympa. Mais ça n'interdit pas de penser que Cléopâtre n'y trouvait pas son intérêt, autant personnellement que géopolitiquement. Et c'est là qu'il commence en fait à quasiment mener une vie conjugale. Alors il faut savoir que pendant ce temps-là, Marc-Antoine il est censé être marié à Rome, il y a des enfants. Bah, évidemment, la morale hellénistique est souple. Par contre, à Rome, ça commence un petit peu à gueuler. Tout doucement, parce qu'il est puissant et qu'il reste très populaire. Octavien, on ne le connaît pas encore beaucoup. Marc-Antoine, c'était le compagnon de César. C'est celui qui a cassé la figure au césaricide. Il est encore, malgré le début de ses excès, extrêmement populaire, Marc-Antoine, à l'époque. Donc, du coup, il se croit tout autorisé. Et tout autorisé commence la vie de ceux les sources vont appeler les inimitables. Inimitables pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils vont arborer cette vertu toute dionysiaque de ce qu'on appelle en grec la truffée, la magnificence, la splendeur. Alors là, plus tard que Suétone et compagnie sont riches en anecdotes, on a par exemple le pari entre deux de qui ferait le repas le plus cher et Cléopâtre qui le gagne en enlevant des perles à plusieurs centaines de milliers de sesterces de ses oreilles et en le faisant dissoudre dans du vinaigre qu'elle boit. Oui, c'est du repas cher. Enfin, on est presque dans un équivalent de l'entrecôte aux truffes dorées de Ribéry il y a quelques années. Bon, évidemment, Ribéry et Cléopâtre n'ont pas le même pouvoir d'achat, mais tout de même. Alors, je dirais bien qu'au niveau du nez, il y a peut-être de la parenté, mais justement, c'est un mythe que je vais briser un petit peu sur la fin. La vie des inimitables, elle est tellement inimitable qu'à la fin, Antoine finit par carrément abandonner l'Orient grec et le front parthe et aller s'installer avec elle à Alexandrie. Ils ont 3 enfants. Et pour les noms des enfants, excusez-moi, mais ils se torchent pas. Alexandre Hélios, le conquérant et le soleil, rien que ça. Cléopâtre, c'est l'aîné, donc comme maman, et puis c'est la lune. Et Ptolémée Philadelphe, parce qu'il ne faut pas déconner, ils étaient consanguins, mais il ne faut pas oublier qu'on est chez les Ptolémées. Alors à côté, il a quand même d'autres enfants, puisqu'il fait un séjour express pour, après des tensions, se réconcilier avec Octavien, retourner à Rome, épouser sa sœur et lui faire une fille. Donc le mec, il a à la fois des enfants avec une des reines hellénistiques encore subsistantes et avec la sœur de son concurrent, copain, rival, on n'est pas encore bien clair. Il y a toujours Césarion pendant ce temps-là, le fils de César. Et bien pire encore, il le fait reconnaître comme roi d'Égypte par le Sénat, et ce dernier règne avec sa mère. La thalassocratie égyptienne est définitivement confirmée puisque Chypre, la Cilicie, la Sicile, la Syrie littorale, tout sauf la Judée, que Cléopâtre a quand même pourtant réclamé. Alors c'est rigolo parce qu'ensuite, si Anne était là, elle me le reconfirmerait, mais il y a toute une littérature talmudique qui parle de la fascination de Cléopâtre et pour l'hébreu et pour la Bible. En tout cas, elle a beau réclamer la Judée, elle l'a pas. Mais quand même, pour l'Égypte, qui était censée devenir un royaume client, qui a failli devenir une province, c'est un exceptionnel rebondissement. En 36, Antoine relance son projet de campagne massive contre les Parthes. Il réussit, il gagne quelques batailles, puis il finit par échouer parce qu'en fait, il dépend de son train de bagages et que le train de bagages se fait très facilement couper par ces cavaliers iraniens assez capables d'assaut et de retraite très prompte. En 35 a lieu la rupture entre Octave et Marc-Antoine, qui va donner lieu à des torrents de propagande. Octave, à ce moment-là, choisit de provoquer la rupture. Pourquoi? Parce qu'Antoine a besoin de légions contre les Parthes et que Octave fait un truc très très malin. Il envoie à Athènes non seulement les légions promises, mais il les envoie avec sa mère, sa sœur, la femme d'Antoine, et leur fille. Donc, vas-y, prends les troupes. Par contre, tu vas ouvrir ta porte à ta femme et à ma mère et à ma nièce, parce qu'il est quand même temps d'arrêter tes conneries avec la reine égyptienne. Il est temps de réintégrer l'ordre moral qu'il sied à un magistrat romain. Il est temps de reconnaître ton union légitime. Alors le problème, c'est qu'à ce moment-là, Antoine ne veut pas du tout se compromettre devant Cléopâtre. Pourquoi? Parce qu'il en a déjà fait partie. Il en a déjà fait une partie de ce qu'est
son ambition à ce moment-là méditerranéenne. Donc en fait, à Athènes, il refuse de les recevoir. Octavie, la sœur d'Octave, elle s'y attendait un petit peu. Elle rentre avec sa gosse et tout son train domestique à Rome. Elle laisse les légions aller jusqu'à Antoine. Et le choix est fait. Antoine, grâce à ce renfort, réussit à prendre une grosse partie de l'Arménie. Alors là, il se sent plus pissé puisqu'il retourne en Orient et en Égypte, paradant comme le nouvel Alexandre, le nouveau Dionysos, et proclamant ce dont la propagande d'Octave va faire des gorges chaudes, ce que la postérité, à grand renfort d'articles et de notes de bas de page plus actuellement, a beaucoup discuté. Il proclame un nouvel ordre politique que nous on connaît comme les donations ou les partages d'Alexandrie. Qu'est-ce que c'est que ces partages politiques? En fait, c'est des partages qui n'ont quasiment plus rien de romain et qui nous montrent qu'Antoine épouse définitivement les formes de la monarchie hellénistique. Cléopâtre et Césarion sont confirmés dans leur possession de l'Égypte. Avec un titre supplémentaire, ils sont rois des rois et reine des rois, qui est un titre jusqu'ici qui n'avait été porté que par Alexandre, par les rois perses avant lui, par les rois parthes bien entendu, mais qu'on demande de faire donc du coup confirmer en public, puisqu'il fait ça avec 2 trônes en plein milieu du gymnase d'Alexandrie. Alexandre Hélios reçoit l'Arménie, la Médie, donc le nord de l'actuel Iran, Azerbaïdjan, et peut-être la partie qui a à conquérir. Sélénée, quant à elle, elle reçoit la Libye. Le petit Ptolémée Philadelphe, il reçoit la Syrie romaine. Bref, c'est une dynastie romano-lagide, qu'on fondrait là, qui mettrait tout le monde d'accord en Orient. Tout le monde? Non, pas les Romains. Pas les Romains, pour une raison. On ne partage pas ce qui se tient par la force des légions romaines à ce moment-là, d'une part, et de deux, on ne donne pas en héritage, comme si on était des rois hellénistiques ou des potentats du bout de l'Anatolie, ce que sont des provinces de la Respublica, gouvernées par d'anciens magistrats régulièrement, des provinces qui font partie de la guerre publicus, des provinces où les cités sont désormais protégées par Rome, on n'en dispose pas comme un particulier le ferait de son patrimoine, ce que fait exactement pourtant Antoine. C'est complètement étranger au langage politique de la République romaine. République romaine très hypocrite, puisqu'en fait, à ses marges, elle se mêle tout à fait en fait, de nommer les rois ou de les chapeauter. En tout cas, c'est totalement utile pour Octave. Pourquoi? Parce qu'à partir de 33, ça nourrit totalement sa propagande. Surtout qu'Antoine est à ce moment-là en train de rassembler ses forces à Éphèse et qu'il écrit pour se justifier au Sénat, qu'il finit par divorcer officiellement d'Octavie et qu'à ce moment-là, du coup, il est lâché. Il est lâché par certains Romains de son parti, dont un, Munatius Plancus, le gros traître, le retourneur par excellence, qui un petit peu plus tard fondera en amont du Rhône Lugdunum, Lyon, mais qui à ce moment-là arrive dans les basques d'Octave, qui l'accueille à bras ouverts. Pourquoi? Parce qu'avec lui, il a ramené de la paperasse et il a ramené des preuves. Et parmi les preuves, il a ramené beaucoup de choses qui confirment, aux yeux de la propagande d'Octave, la vie dans la pourpre, l'or, la débauche, les prostituées, toutes sortes d'exagérations, de clichés occidentaux quand on parle des Égyptiens ou des Orientaux. Ça sert la propagande d'Octave à ce moment-là, qui commence à faire passer Antoine, qui était à la base son aîné, le lieutenant de César, son supérieur, en tout cas militairement parlant, il commence à le faire passer pour quelqu'un qui n'est plus romain. Et ça, c'est très important en termes de propagande. C'est surtout qu'en fait, il lui amène une copie du testament, qui non seulement, testament d'Antoine, qui non seulement confirme les partages d'Alexandrie, mais en plus dit qu'il veut être enterré lui-même à Alexandrie avec les honneurs royaux. Scandale. Un magistrat de la République, un triumvir, se prendre pour un roi hellénistique. Alors tant que c'était dans la forme, ça va. Le Sénat, la République eux-mêmes se comportent depuis le siècle précédent comme des rois hellénistiques. Mais alors là, l'assumer à ce point-là, c'est plus possible. Ça a valu à César, on le rappelle quand même, quelques coups de poignard. Et le choc finit par se faire. Octavien mobilise ses troupes. Et le choc se fait en Grèce, plus précisément au large de la Grèce, à Actium, lors d'une bataille navale en 31. La flotte, pourtant supérieure en nombre d'Antoine et de Cléopâtre, est complètement ruinée. Les deux amants, à ce moment-là, en fait, ils tentent de regagner l'Égypte. Ils tentent d'y résister très brièvement, mais ils sont tour à tour. En fait, c'est un jeu de domino qui s'effondre. Ils sont tour à tour lâchés par la totalité de leurs alliés orientaux. Octave débarque dans le delta, à Péluse,
Et lors d'un quiproquo qui a sûrement inspiré Shakespeare pour la fin de Roméo et Juliette, Antoine croit Cléopâtre suicidée. Comme tout bon Romain, qui renonce ici du coup à tout son apparat et sa pompe orientale, il se jette sur son glaive. Et Cléopâtre, complètement catastrophée qu'il apprend, se suicide un petit peu plus tard. Vous verrez ça dans le film. Les auteurs ne cessent d'en parler, en se faisant mordre par un serpent au sein. Pourquoi? Tout à fait symbolique. Enfin, certains auteurs disent la lâcheté de Cléopâtre, de la reine barbare qui aurait refusé la lame que Marc-Antoine, par une forme de rédemption, accepte. Mais c'est aussi, mais n'oublions pas qu'en Égypte, le serpent, l'Ouraeus, figure sur la couronne des pharaons. Mourir par le symbole de la royauté, quel départ plus digne pour une reine. Alors, Césarion, à ce moment-là, toujours vivant, est assassiné. C'est normal, puisque par le testament de César en 44, Octavien s'est imposé comme unique héritier. Le pauvre fils aîné, avec sa première femme romaine de Marc-Antoine, est assassiné, vendu par son propre précepteur. C'est assez triste. Mais les 3 enfants sont épargnés. On sait que la fille est mariée à un autre roi client des Romains, l'Africain Juba de Maurétanie, actuelle Algérie, Maroc, et que, en fait, probablement, ces 2 frères la suivent, et qu'à ce moment-là, en fait, ils disparaissent de l'histoire. L'Égypte devient définitivement une province romaine. Alors pourquoi une fascination pour toute cette histoire que je viens de vous dérouler depuis le XVIe siècle? Parce que dès le XVIe siècle, j'ai quand même fait le recensement un petit peu, pour vous dire, je vais vous l'épargner, on a des comédies, on a des pièces de théâtre, des opéras, des peintures, des tapisseries, des tableaux vivants, et même dès l'époque romaine, plusieurs mosaïques à Pompéi montrent le suicide de Cléopâtre, montreraient peut-être pour certaines mal identifiées d'autres épisodes, puisqu'on a retrouvé des copies de bustes de Cléopâtre. Le plus célèbre, en fait, on l'a retrouvé justement chez sa fille, en Maurétanie. Pourquoi? Mais parce que la figure de Cléopâtre, d'Antoine, de César, d'Octavien, ça n'a cessé de fasciner. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, c'est un point de bascule, d'équilibre, de triomphe de l'ordre romain, mais aussi de schéma narratif très facile. La vertu romaine contre la splendeur barbare, l'amour dans la mort, la tragédie des bons vivants hellénistiques, plus ou moins consanguins, anéantis par l'austère restaurateur de Rome au patrimoine génétique impeccable. Un certain nombre de thèmes qui ont fait le succès et de ce film, que vous allez voir, et d'autres apparitions dans la série Rome, ou que je vous conseille parce que Lindsay Marshall y campe une Cléopâtre très convaincante. Une Cléopâtre toutefois très égyptienne, puisque quand même il faut revenir sur toutes ces légendes qu'a pu susciter Cléopâtre. La légende principale étant le nez. Le nez de Cléopâtre, en fait, je vous le dis, les monnaies et les sculptures le prouvent, elle avait un nez tout ce qu'il y a de plus méditerranéen, genre ici en fait, puisque ça vient d'une citation de... Oui, comme toi, monsieur Berthelot. Puisque ça vient d'une citation de Pascal, qui dit, j'ai plus le verbatim en tête, qui dit, et si Cléopâtre eut le nez plus court, la face du monde en eût été changée. La légende vient simplement de là. On a beaucoup donc de conventions de représentation dès le 19e siècle qui commencent à être historiquement un peu plus réalistes, parce qu'avant, il suffit de voir les peintures historiques à Versailles, c'est n'importe quoi. On a des représentations d'une Cléopâtre très égyptienne, là où en fait on se rappelle de naissance, comme de symbole, comme de tenue, même si elle est censée parler l'égyptien, elle est beaucoup plus gréco-macédonienne qu'égyptienne. Il n'y a quasiment pas d'égyptien dans sa génétique à Cléopâtre. Beaucoup de consanguins, un petit peu de brassage sur le tard, mais c'est une gréco-macédonienne quand même assez pure. Il faut aussi quand même revenir sur le fait que son côté très polyglotte évoqué par Plutarque, moi j'y crois qu'à moitié. Pourquoi? Parce qu'en termes de construction de figures et de schéma narratif, le barbare, et Cléopâtre est la reine barbare, chez Plutarque, qui la présente comme corruptrice de Marc-Antoine et de César avant lui, le barbare est avant tout un polyglotte. Le grec et le romain, ça parle qu'une langue. Chez le grec, ça parle que le grec, et le romain, ça parle que 2 langues, le grec et le latin. C'est le barbare qui est polyglotte. Les autres, nous sommes les civilisés, on parle notre langue, les autres, ils se débrouilleront. Donc, jusqu'à la colle Cléopâtre, qu'on a tous assez bien connue, tout la représente en égyptienne. Ce qui nous montre quand même que, malgré tout ce que je viens de déplier, de finalement 4 personnages, j'irai jusqu'à provoquer en disant qu'en fait, nos 4 personnages, davantage que des Romains, des Égyptiens, on a affaire en fait à 4 Grecs. 4 Grecs, parce qu'à l'époque elle est tardo-hellénistique, 4 Grecs, c'est avant tout être de culture grecque. Qu'un César, un Marc-Antoine et d'Octavien sont certes des Romains, mais ils sont profondément de culture et d'éducation grecque.
C'est quand même en grec que César prononce ces derniers mots, keisou teknon, toi aussi mon fils. Le to kokou phili est plus tardif, et surtout traduit. Mais les mythes, quand même, dans ce monde beaucoup plus cloisonné qu'on le pense, ont la peau dure, jusqu'aujourd'hui. Et convoquer l'histoire, en fait, ne devrait pas vous gâcher le spectacle qui va venir, mais devrait vous aider à l'apprécier avec un petit peu plus de distance, qui n'empêcherait pas le goût de l'esthétique. Je vous remercie de votre attention, je crois que j'ai un petit peu fini. Bon, je crois que c'est maintenant que vous me lynchez. Merci pour ce brillant exposé. Je crois que c'est bien le mot qu'il faut retenir. C'était passionnant. Messieurs, dames, si vous avez des questions à poser, je vous donne un micro. Bonjour, enchanté en tout cas de vous avoir écouté et puis rencontré. Voilà, moi je suis moi-même passionné d'histoire. Je vous avoue que j'ai fait des études de droit, peut-être pas forcément par, on va dire pas forcément par choix, parce qu'en fait, je vous avoue que l'histoire m'a toujours passionné. Mais malgré tout, j'ai dû me faire un choix dans ma vie de faire des études de droit parce que voilà, je- peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je suis vraiment passionné en tout cas de l'histoire en général. Surtout de l'histoire en fait gréco-égyptienne et même de l'Antiquité en général. Puisqu'en fait, Alexandre le Grand, pour moi, a été vraiment la figure par excellence de l'Antiquité. Peut-être l'un des plus grands conquérants que le monde nous a donné, en tout cas, pour la période en tout cas de l'Antiquité, bien sûr. Et ce qui m'a le plus fasciné en fait dans votre discours et dans tout ce qui en fait s'est reflété avec Cléopâtre et Marc-Antoine, c'est qu'en fait, à travers la culture, que ce soit par exemple les films des années 60, ou quand même le Colosse de Rhodes qu'on a vu en 1961, ou même encore d'ailleurs récemment dans un des jeux vidéo de Assassin's Creed Origins, avec par exemple, qui est sorti en 2017 justement sur cette période gréco-égyptienne et la fin de la République romaine jusqu'au début de l'Empire, on voit qu'en fait, il y a une certaine popularisation en fait, de l'image de Cléopâtre à travers les âges. Donc en fait, on sait qu'effectivement que Cléopâtre 7, donc Philopator, la dernière descendante de la famille des Lagides, et donc elle-même descendante de la famille de Ptolémée Ier Sostère, le premier sauveur enfin, dit le sauveur en tout cas parmi les Grecs, et surtout parce qu'il a libéré l'Égypte, alors que malgré tout que c'était le cousin d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Peut-être, excusez-moi de ne pas être historien. Mais voilà, en fait, là, je vais venir à bout de tout ce que je dis. Je suis désolé, je suis un peu long. D'autres gens vont avoir d'autres questions. Mais en fait, voilà, malgré tout, en fait, ma question est là. Qu'est-ce qui fait qu'Allez Cléopâtre est autant en fait magnifiée et pourquoi on n'arrive pas avec tout pourtant l'héritage d'Hérodote comme étant le père de l'histoire ou de d'autres historiens qui l'ont suivi après, pourquoi on n'a pas de tracé concrète sur la mort de Cléopâtre et pourquoi elle est autant magnifiée malgré toutes les œuvres qui ont été tirées derrière? Pourquoi il n'y a pas de consensus d'historiens, si vous préférez peut-être? Si vous voulez, des sources, on en a quand même pas mal. Entre Plutarque, Velleius Paterculus, tous les historiens un petit peu plus tardifs. Au contraire, je dirais même que c'est un des épisodes tardifs, tant dans sa mise en scène que sur beaucoup de choses, c'est un des épisodes les mieux connus. Alors la question serait peut-être plutôt pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traces de Cléopâtre ensuite. Entre autres, au niveau de sa tombe, c'est comme pour la tombe d'Alexandre, c'est un serpent de mer, on croit la trouver, on la trouve pas. Pourquoi ça fascine? Ça, je l'avais un petit peu dit sur la fin. Ça fascine parce que c'est à la fois la reine barbare et à la fois c'est le sacrifice spectaculaire. Évidemment, chez les Romains, comme je disais, on aime beaucoup se jeter sur son épée. On se suicide pas souvent avec un serpent. Donc en fait, c'est l'épisode parfait pour être transmis à la postérité. C'est l'épisode exotique, c'est l'épisode marquant, c'est l'épisode d'une figure féminine complexe. Du coup, ben, en fait, finalement, c'est l'épisode vendeur par excellence. Et non seulement pour les historiens, mais oui, il faut pas rire parce qu'en fait, même un Plutarque, il cherche à vendre. Même un Suétone, surtout Suétone, qu'on surnomme, qu'un de mes vieux profs d'histoire romaine à la fac surnommait le Paris Match du 1er siècle, il cherche à vendre. Et un épisode vendeur, c'est un épisode symbolique, c'est un épisode choquant, c'est un épisode qui à la fois en appelle à des symboles, à des attentes que nous on a, et à la fois les surprend et les bouscule. Je vois pas plus d'explications là-dessus.
Alors, j'ai une question beaucoup plus simple. Si Cléopâtre, au lieu de rencontrer Marc-Antoine, avait rencontré Vercingétorix, est-ce que sa fin aurait été moins tragique? Allez, là, j'aime bien. C'est marrant parce qu'en fait, vous rebondissez sur quelque chose qui ferait hurler beaucoup d'historiens, mais que moi j'aime bien. J'aime beaucoup citer des collègues illustres qui sont apparus, qui sont Pierre Saint-Garavello et Quentin Deluermoz, qui sont deux contemporanéistes, donc plus ma spécialité actuellement, et qui ont publié chez Seuil une histoire des possibles il y a quelques années. Histoire des possibles qui est très intéressante parce qu'elle fait dire que même le schéma contrefactuel le plus absurde peut être un outil pour l'historien pour en fait aider à comprendre quels sont les événements qui changent, quels sont les événements qui pèsent. Donc, si le nez de Cléopâtre était plus court ou plus long, la face du monde eût-elle été changée, etc. On est dans la même logique. Alors, est-ce qu'une Cléopâtre aurait pu rencontrer un Vercingétorix? Déjà géographiquement, ils sont à des bouts différents de la Méditerranée. Vercingétorix n'est pas si important que ça par rapport à une Cléopâtre. C'est fils de chef, Arverne, qui sert dans l'armée romaine, qui se retrouve à être un petit peu chef d'une coalition gauloise de résistance à Rome, en étant tout à fait d'ailleurs lui-même latinophone et en ayant servi dans l'armée romaine. Euh, S'ils s'étaient rencontrés, ils auraient eu du mal à se parler. Enfin, si, parce que Cléopâtre parle latin, lui il parle à peu près latin, ils se seraient compris. S'ils s'étaient rencontrés, peut-être qu'elle aurait trouvé elle aurait pas trouvé qu'il sent le bouc, parce qu'en fait, les aristocrates gaulois étaient beaucoup plus propres qu'on ne le croyait. Elle aurait au contraire été assez impressionnée par le savon dont il lui aurait parlé. Par contre, quant à bâtir un empire gallo-égyptien, la Méditerranée est un petit peu grande, et puis Rome ne les aurait pas mis en présence. Alors par contre, il est possible qu'ils se soient croisés. Il est possible qu'ils se soient croisés. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps présenté un Vercingétorix prisonnier au Tullianum. Les hypothèses récentes le présentent en fait plutôt, en tout cas avant le triomphe de César et son étranglement, elles le présentent plutôt comme ayant été reçu dans des villas nobles, prisonniers, surveillés, sous bonne garde, mais en tout cas pas au Tullianum. Et peut-être dans une de ces soirées des proches de César, le chef gaulois captif aurait pu rencontrer Cléopâtre, qui, je le rappelle, j'avais dit à l'époque, était en visite. Et puis même si on enlève cette hypothèse plus récente à laquelle je souscris plutôt et qu'on imagine un Vercingétorix tel que le montre la légende, donc prisonnier au Tullianum à pourrir des années, on se demande comment il fait pour pas crever de septicémie et compagnie dans son cul de basse-fosse, Cléopâtre l'a vu. Elle l'a vu promener lors du triomphe de César, où elle est à Rome, parmi la foule comme spectatrice. Donc, ça nous fait quand même toute la plèbe entre eux. Pour nouer une histoire d'amour, c'est un petit peu compliqué. Mais non, avec des si. Quelqu'un autre chose?